Bonjour à tous et bienvenue à l'événement Capitalisme et lutte de classe de Bistro Brain. Wouh! Je me présente, Félix Côté, je suis bénévole pour Bistro Brain et je serai votre animateur pour la soirée Ma gang de chanceux. Rapidement, le concept de Bistro Brain, c'est 4 présentations d'environ 12 minutes qui sont chacune suivies d'une période de questions de 5 minutes pour qu'on puisse approfondir le sujet. Alors, ce soir, nous aurons 2 premières présentations de 10 à 12 minutes, suivies d'une petite pause pour se dégourdir les jambes et de 2 autres présentations d'aussi 10 minutes. 10 autres, grosse soirée. Notez que l'événement est enregistré. Vous pourrez donc revoir et revoir et revoir et revoir encore ad vitam aeternam l'événement. Aussi, il y aura un quiz à la fin. Alors, il y a des prix à gagner, donc restez attentifs aux présentations. Et finalement, merci à nos commanditaires, le Fonds de recherche du Québec, sans qui cette soirée n'aurait pu être possible. Je vous souhaite également au passage une excellente journée mondiale du PI. Nous sommes le 14 mars, donc le 3e mois et le 14e jour, donc 3,14. Bon. Je vais conclure mon introduction rondement. Alors, pour la première présentation, on reçoit Alexandra Dupuis et Charlène No. Leur présentation s'intitule « Démystification de la linguistique légale et ses applications ». Pour les présenter, Alexandra Dupuis est sociolinguistique et étudiante au doctorat en linguistique à l'Université de Montréal. Son mémoire portait sur l'usage de l'écriture inclusive sur Twitter. Outre l'écriture inclusive, elle s'intéresse de manière plus générale au sexisme dans la langue ainsi qu'aux violences basées sur le genre. Charlène No est linguiste et étudiante au baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à la linguistique légale, à la philosophie du droit, aux sciences cognitives et aux arts visuels. Sans plus tarder, place à notre duo. Bonsoir. Donc, je me présente. Moi, c'est Alexandra. Moi, c'est Charlène. On avait une troisième collègue, Marianne, qui malheureusement ne peut pas être ici ce soir parce qu'elle habite à Toronto. Mais c'est un projet qui est mené à 3. Donc, pour commencer, je trouvais ça vraiment important de donner un trauma avertissement puisque dans le cadre de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, on va parler de cas d'agression sexuelle ainsi que de racisme dans un contexte judiciaire, plus particulièrement dans le cadre d'un procès pour le meurtre de Trayvon Martin. Donc, nous allons vous présenter ce que c'est la linguistique, parce qu'il y a très peu de personnes qui savent ce qu'on fait. On va vous parler de linguistique légale, ainsi que d'un cas sur lequel nous travaillons en ce moment, donc une étude qui est en cours. Tout d'abord, à main levée, j'ai une question pour vous. Selon vous, que font les linguistes? Est-ce que nous écrivons des dictionnaires? Est-ce que nous parlons plusieurs langues? Est-ce que nous traduisons des textes? Ou est-ce que nous sommes vraiment bons et bonnes en français? 4. Ouf! 5. Il n'y a pas 5. Il y a juste 4 options. D'accord. OK, 3. Bien, c'est un piège. Aucune de ces questions. Donc, la linguistique, c'est l'étude scientifique du langage. Donc, on va étudier les sons, on va étudier la construction des mots, la construction des phrases, comment la langue, elle interagit avec la société, comment on interprète la langue. Et ça, ce ne sont que quelques domaines parmi les multiples domaines qui s'appliquent à la linguistique. Merci. OK, alors nous, on s'intéresse au lien entre... Oui. Ah, tu veux que je me déplace là? Non? OK. Je ne comprends pas la demande. Ça, on appelle ça un échec pragmatique en linguistique, pour ceux que ça intéresse. Okay. On s'intéresse au lien entre... C'est pas ta
on s'intéresse au lien entre la linguistique et le droit. Donc, plus précisément, on s'intéresse aux discours qui sont présents dans les procès. Et on s'intéresse aussi au lien entre la sociolinguistique et le droit. Une note qui est très importante pour nous à souligner, c'est que le langage, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un médium qui est objectif. En fait, la façon dont on parle est toujours teintée, par exemple, des institutions qui nous gouvernent. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les institutions juridiques, mais on peut parler de d'autres types d'institutions, d'autres types de systèmes comme le patriarcat, l'hétéronormativité, etc. Donc, ça ne représente pas nécessairement à 100% l'état d'esprit d'une personne. Ça s'inscrit toujours dans un contexte social. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de réalité. Oui, il y a bel et bien une réalité, mais en fait, la réalité, elle est médiée par le langage et la façon dont on utilise la langue va nous donner un aperçu de comment est la réalité. Alors, comme je disais, nous, on s'intéresse notamment au procès. Ici, on voit clairement une technique de mitigation, des diffusions de et de l'obscurcissement de l'agentivité de l'agresseur. Donc, on dit ici « grab her by her hair ». On dit « your hand entwined in her hair ». Donc, ici, « your hand », c'est pas vraiment l'agent, on parle vraiment de la main de l'agresseur présumé. Donc, c'est une façon d'enlever sa responsabilité lors d'un interrogatoire sur une agression sexuelle. Ici, pour vous parler aussi de d'autres techniques de mitigation, il faut qu'on explique c'est quoi la différence entre une phrase active et une phrase passive. Donc ici, on a une phrase active à gauche. Donc, on a l'agent Salem, qu'on voit ici, c'est le gentil chat, qui est l'agent. Il mange le patient, pas un patient en vrai, là. On parle de la crêpe, là. C'est juste des termes linguistiques. Puis là, ici, on a le patient, la crêpe, qui se retrouve en position sujet dans la phrase passive et l'agent, Salem, se retrouve dans la position du complément. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que les patients peuvent se retrouver en position de sujet, ce qui obscurcit encore une fois l'agentivité de la personne parce qu'après, on peut effacer le complément du verbe. Donc, dans la phrase, il peut même ne pas y avoir l'agent du tout. Comme on peut voir ici, j'aurais pu dire « une crêpe est mangée », point. Je n'étais pas obligée de dire « Salem ». Là, ici, c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'on peut enlever l'agent, donc une autre technique de mitigation. Donc, comme Charlène l'a dit, très souvent, on va retrouver des phrases passives qui vont être employées pour parler d'agression sexuelle. Donc, en 1995, Henley et ses collaboratrices ont recensé tout plein d'articles médiatiques portant sur des agressions sexuelles et le constat qui a été fait, c'est que très souvent, ça va être la voix passive qui va être utilisée et puisque l'objet peut tomber, on va se retrouver avec des phrases comme « Aux États-Unis, une femme est violée à chaque 6 minutes » plutôt qu'aux États-Unis, un homme viole une femme chaque 6 minutes. Donc ici, on déresponsabilise, en fait, on enlève la capacité d'agentivité de la personne qui agresse d'une perspective linguistique. Donc, on a également parlé tout à l'heure de sociolinguistique et de droit. La sociolinguistique, c'est l'étude des interactions entre la société et la langue. Dans un contexte juridique, c'est super intéressant parce qu'on peut se retrouver avec des cas où on a de la discrimination, où on a un jugement d'une moins bonne crédibilité d'une personne en fonction de traits linguistiques. C'est d'ailleurs le cas de Rachel Jeantel, qui était une témoin clé dans le cadre du procès pour le meurtre de Trayvon Martin par George Zimmerman. En fait, au moment des faits, alors qu'il était sur le point de se faire assassiner, Trayvon Martin était au téléphone avec Rachel Jeantel. Dans le cadre de son témoignage, celle-ci a été jugée comme étant non crédible, tout simplement parce qu'elle parlait une variété de l'anglais qui est appelée le African American Vernacular English. Cette variété d'anglais se caractérise par certains traits, dont l'absence de copule,
Donc, plutôt que d'avoir he was by the area where his daddy's fiance's house is, on retrouve des phrases comme he by the area where his daddy's fiancé house is. On a des traits phonétiques qui sont propres à la VE, comme on dit en sociolinguistique. Et il y a aussi des items lexicaux qui varient en fait de l'anglais standard. Donc, on peut retrouver des mots comme creepy ass cracker qui sont communément utilisés. David? Objection is narrative, it is overruled. You may ask your next question. After he said that, what, did you say anything back to him, or did he say anything back to you? Yes, I asked him how the man looked like. He And just told me the man looked creepy he and said the man looked creepy. creepy white. Okay, Excuse my language, cracker. okay, and what did you say? Okay, they're having trouble hearing you, so take your time. Creepy ass cracker. Okay. On peut Creepy fermer ass l'extrait. cracker. Donc, dans le cadre de ce procès, ce qui a été découvert par les linguistes qui ont mené l'étude, c'est que le témoignage de Rachel Gentel a été considéré comme étant non crédible, tout simplement parce que les membres du jury avaient des préjugés à l'égard du African American English, Vernacular English, qui est une variété d'anglais qui est hyper stigmatisée aux États-Unis. Donc, c'est ça. À moi? Okay. Donc, ce qui est vraiment important à savoir, c'est que les recherches en linguistique légale peuvent permettre, en fait, de mettre en lumière des injustices qui ont eu lieu dans le cadre de procès à l'aide de nos outils de linguistes. Maintenant, on va vous présenter l'étude qui est en cours. Actuellement, nous sommes en train de mener une étude sur la couverture médiatique de dénonciation d'agressions sexuelles à l'ère du MeToo. Donc, on étudie 4 cas présentement, Marie-Pierre Morin, Julien Lacroix, Gilbert Rozon et Éric Salvaille. On a recensé un corpus du Journal de Montréal, La Presse, ainsi que Le Devoir. Aujourd'hui, on va vous présenter un des multiples items qu'on est en train d'analyser, soit l'occurrence du mot « viol ». Dans notre corpus, on s'est rendu compte que dans le cas de Rozon, il y avait 73 occurrences du mot « viol ». Dans le cas d'Éric Salvaille, il y en a 3. Et dans le cas de Julien Lacroix, il y en a 1. Il n'y a aucune occurrence du mot « viol » pour le cas de Marie-Pierre Morin, et c'est normal parce qu'il n'y a aucune dénonciation publique qui a été faite à l'égard d'un viol. Oui, alors, un des items lexicaux qu'on a analysé, c'est le mot viol, comme Alexandra l'a dit. Dans le cas de Gilbert Rozon, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le mot viol faisait partie du code criminel. Avant 1983, ça faisait partie des infractions. Par la suite, ça l'a changé pour le mot agression sexuelle, donc pour inclure les agressions qui ne sont pas nécessairement causées par la pénétration d'un homme. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'utilisation du mot viol, alors que c'est plus une infraction qui est inscrite dans le code criminel. On réfère à des événements qui se sont produits par le passé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un terme qui est assez lourd, qui est très, très connoté dans notre imaginaire collectif. Donc, on a l'impression que ce qu'on accuse ici, c'est quelque chose d'extrêmement grave aux yeux du public. Même chose un peu ici, dans le cas d'Éric Salvaille, on a encore une fois l'utilisation du mot « viol », mais ici, c'est dans le cadre d'un discours rapporté. Donc, on cite une autre personne. On cite en l'occurrence ici la victime Donald Duguay. Ce qui permet au journal ici, de se dédouaner du propos, tout en ayant un imaginaire assez intense entourant l'agression sexuelle qui a eu lieu. Ici, on a utilisé, on étant pas moi, mais le journal. Donc, le mot viol a été utilisé ici avec les qualitatifs présumés pour, en fait,
atténuer l'intensité, en fait, de ce mot-là, ce qui est, encore une fois, assez intéressant comme accord de mots. Donc, on analyse, nous, beaucoup d'autres items lexicaux. On analyse aussi les discours qui sont utilisés dans les journaux en fonction de l'agentivité syntaxique qu'on vous a présentée un petit peu plus tôt. Puis pour en savoir davantage, en fait, vous pourrez nous voir à l'ACFAS dans le cadre de la linguistique légale au Québec et dans la francophonie. Et vous pourrez aussi nous voir en Ontario. Déplacez-vous en Ontario pour venir nous voir au Canadian Symposium on Language and Law. Et on a pensé que ce serait intéressant de mettre des ressources au cas où une personne ou des personnes que vous connaissez sont victimes de violences sexuelles, de violences conjugales. Ici, on a InfoAide, on a les CALAX et on a SOS violences conjugales. On vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors, pour la période des questions, nous avons un micro sur la droite. Eh bien, je vais me lancer avec une première question. Oui. Alors, dans le cadre de votre présentation, c'était vraiment une application légale dans la linguistique et je serais intéressé, dans quelle autre sphère est-ce qu'on peut appliquer la linguistique? Par exemple, est-ce que ça peut être la philosophie ou justement, j'aimerais vous entendre sur le sujet. C'est une question qui est vraiment très générale. On peut vraiment appliquer la linguistique à tout plein de domaines. Comme moi, en ce moment, en anthropologie linguistique, j'analyse des données, notamment le cas de Marie-Pierre Morin et d'Éric Salvaille, pour voir si, d'une perspective linguistique, on renforce des biais hétérosexistes et lesbophobes dans la manière dont on va répertorier les violences sexuelles. Donc, considérer que c'est moins grave parce que c'est une femme qui commet l'agression plutôt qu'un homme dans un contexte homosexuel. Donc, il y a des études d'interprétation qu'on peut faire en psycholinguistique, étudier l'usage de certains mots dans la communauté linguistique. Il y a vraiment beaucoup d'applications. Merci beaucoup. Salut! Qu'est-ce qui ressort justement de ce que tu fais en ce moment par rapport à ça? Je sais que c'est peut-être tôt, là, mais je suis intéressée par comment est-ce que comment les agressions faites par les femmes sont beaucoup moins perçues comme étant graves, disons. Très souvent, ça peut passer par la construction syntaxique où, justement, l'agent va se retrouver en position syntaxique d'objet. Là, c'est sûr que mon travail en anthropologie linguistique est comme vraiment à ses débuts. Je dois le remettre pour fin avril. Donc, quand on avait recensé, en fait, les premiers articles qui portaient sur le cas de Safia Nolin, ce qu'on avait trouvé très saillant, c'est que dans les premiers articles, c'était Safia Nolin accuse, Marie-Pierre Morin s'excuse, chose qu'on n'avait pas du tout retrouvée dans les autres cas. Donc là, c'était comme soudainement, la personne qui avait été victime d'une agression était positionnée en agente syntaxique, ce qui peut aussi avoir une incidence sur l'interprétation. Mais là, je ne peux pas vraiment me prononcer sur l'interprétation parce qu'il faudrait vraiment mener des études psycholinguistiques pour déterminer si ça a une incidence ou non sur la responsabilité que tu vas accorder à une personne. Et j'ajouterais aussi que ce qui est intéressant pour le cas de Marie-Pierre Morin, c'est qu'il y avait vraiment une pluralité de termes qui ont été utilisés pour décrire les événements. Ça a vraiment été frappant pour nous parce que, selon nous, ça a vraiment participé à un obscurcissement de ce qui est arrivé dans l'imaginaire collectif, en fait. C'est vraiment pertinent puis intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser parce que je sais pas si vous connaissez la série Chouchou. En tout cas, c'est une série qui mettait en scène genre une professeure femme qui avait une relation avec son étudiant. Puis en tout cas, moi, je me suis intéressée à ça dans le cadre de mon doctorat sur la masculinité. C'est pas important. Mais ce que je veux juste dire, c'est que je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que quand j'avais regardé les articles qui parlaient de la couverture médiatique de cet événement-là, ben en fait, de cette série-là, quand il décrivait la série,
c'était fou comment, tu sais, techniquement, c'est elle, la femme, la professeure, qui est responsable, puis qui est une agresseur-ish, là, tu sais, comme, moi, je pense que, en tout cas, selon, légalement, oui, là, mais que, quand même, elle était vraiment comme portrayée comme la sauve, tu sais, comme fine, douce, une bonne mère dévouée versus le jeune arrogant d'une famille défavorisée, genre, en tout cas, vraiment intense. J'étais comme, wow! Mais À ce sujet, Natacha Godbout, je pense, du Lab Trace, a écrit une lettre. c'est moi, oui. Ah, C'est bon, ma lettre avec Natacha. je suis entièrement d'accord avec les propos qui étaient tenus, donc... OK, super, merci. On a-t-il le temps pour une dernière? Oui, OK, passe à ta question. Merci pour la présentation. C'est le fun de voir des nouvelles disciplines à l'œuvre. Moi, je me demandais, une fois que vous avez des résultats, vous faites quoi avec ça? J'imagine que c'est dans l'objectif de changer les procédures juridiques, faire une réflexion collective. Mais je me demandais comment ça s'inscrivait dans le concret, s'il y a réponse. La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est une sensibilisation des juristes, en fait, eux-mêmes, dans les interrogatoires avec les accusés, les témoins, voir plus précisément c'est quoi les techniques de mitigation que les gens peuvent utiliser pour se dédouaner, en fait, de ce qui est arrivé. Parce qu'après, quand on voit comme ces techniques-là, on peut y être davantage sensible, puis se dire, OK, il y a quelque chose qui se cache derrière ça. On espère aussi, au final, que les juges aussi soient sensibles à la façon dont la langue est utilisée en droit. La langue, c'est un vecteur extrêmement important, en fait, du droit, donc on espère vraiment sensibiliser de façon large. Puis, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en linguistique légale, il y a beaucoup de recherches qui ont été effectuées en anglais, très peu en français. Donc, c'est vraiment une discipline qui commence à se développer dans la francophonie, particulièrement au Québec. Donc, on se dit, ben nous aussi, on veut rajouter de la documentation de phénomènes au Québec. Puis, ça nous permet aussi de voir comme l'évolution de ces phénomènes à travers le temps, voir si, d'une manière implicite, il y a des changements linguistiques dans la manière de parler de ces événements qui ont été effectués ou non, parce que les 4 cas qu'on documente, il y en a 2 qui se sont inscrits dans la première vague du MeToo, alors que les 2 derniers se sont inscrits dans la deuxième. Donc, on va pouvoir faire des analyses comparatives par rapport à ça. Parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Salut! Je sais pas si on a le temps pour une dernière question. J'ai retrouvé ma question. Tantôt, vous avez parlé de psycholinguistique. Moi, je me demandais, est-ce que vous allez faire vos analyses ensuite pour être un terreau fertile pour mener des études de psycholinguistique par la suite? Puis si oui, sous quel angle ça pourrait avoir? Puis qu'est-ce que ça pourrait changer là, au niveau de tout ça, finalement? Je peux répondre? Moi, j'ai vraiment hâte de faire les études en psycholinguistique. Essentiellement, ça serait juste pour voir à quel point, parce que oui, en tant que personne locutrice, en tant que linguiste, puis aussi en vertu des informations que j'ai par rapport à ce qui a été fait en anglais, je peux me faire une idée approximative de l'effet de certaines constructions dans l'interprétation, mais ça reste encore super biaisé, donc c'est plus intéressant d'une perspective scientifique d'aller chercher un groupe de personnes locutrices du français québécois, puis d'aller voir auprès de ces personnes, OK, vous interprétez comment ces constructions syntaxiques ou l'emploi de certains items lexicaux. Ça peut aider à la formation des juristes, la formation des juges, à sensibiliser les médias aussi qui parlent de ces événements-là, puis aussi à être moins dupes par rapport à ces stratégies linguistiques qui sont couramment employées par des agresseurs, comme Charlène l'a présenté. La personne qui passe de « tu l'as pris par les cheveux » à « je lui ai caressé les cheveux », on n'est vraiment pas dans le même ordre de degré de responsabilisation, puis même pas le même ordre de description de ce qui s'est passé. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup moins saillantes que cet exemple-là qui sont couramment utilisées, donc ça peut être intéressant de les documenter. Oui. On s'intéresse aussi, peut-être pas dans le cadre de cette étude-là précisément, mais à faire des études psycholinguistiques aussi
parce que les juges utilisent des termes très précis avec les jurys pour savoir s'il y a eu meurtre ou non. Et parfois, il y a débat à savoir si les termes utilisés sont adéquats ou non pour refléter la gravité du meurtre. Après, ce qui serait intéressant, c'est de voir comme c'est quoi les interprétations de ces termes-là, parce que des fois, on peut se demander comme si tel terme implique un degré de causalité du meurtre plus ou moins élevé chez les gens. Mais là, des fois, ce qu'on remarque, c'est que les juges, ils décident comme entre eux qu'est-ce qu'il y a comme critère qu'est-ce qu'il y a comme causalité, alors que c'est pas eux qui perçoivent le plus comme ces termes-là, comme au final. Au final, c'est le jury, comme dans le cadre de procès criminels, dans lequel on veut un jury, parce que c'est pas tous les procès criminels qui ont un jury. Mais c'est ça, comme c'est important de savoir comme c'est quoi leur perception à eux, sachant que le jury, c'est un bassin de population extrêmement diversifié. On peut avoir des personnes très lettrées, on peut avoir des personnes un peu moins lettrées, avec des backgrounds très différents. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, comme seconde présentation, on reçoit Celia Kingsbury et sa présentation s'intitule « À qui la rue? Place aux jeunes à vélo ». Pour la présenter, kinésiologue de formation et diplômée à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM, elle poursuit actuellement un doctorat en santé publique, option promotion de la santé à l'ESPOM. Elle s'intéresse plus particulièrement aux interventions publiques qui promeuvent les déplacements actifs et le bien-être dans les centres urbains. Place à Célia. OK. OK. Allô tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qui est entamé. Donc, on n'a pas encore de résultats. Ça s'en vient. Donc, voilà. Mon nom est Celia Kingsbury. La présentation, elle a déjà faite, là, finalement. Donc, pour inscrire cette présentation dans le cadre de la thématique de la soirée « Capitalisme et lutte de classe sociale », j'ai décidé de faire un petit détour par les inégalités sociales de santé. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase suivante « On n'est pas tous égaux ou égales devant la santé ». Peut-être pendant la pandémie, en fait, ça a été souvent repris dans les médias. Si vous n'êtes pas encore convaincu par cette phrase, j'ai quelques chiffres pour vous. Donc, Santé Montréal a fait une étude longitudinale, donc qui a suivi plusieurs personnes au courant de leur vie et ont classé les résultats sur des indicateurs de santé en fonction du statut socio-économique des individus. Et là, je vous compare les résultats entre le groupe des plus nantis et les plus infortunés. OK. Donc, entre 0 et 1 an, on a 70 décès prématurés versus 19 chez les personnes qui viennent des groupes infortunés en comparaison avec les groupes nantis. Ça part mal. On poursuit. Alors, on va trouver 3 fois plus de familles en situation de monoparentalité chez les infortunés, toujours en comparaison avec les plus nantis. Entre 1 à 5 ans, il va y avoir des séjours à l'hôpital qui sont 50 fois plus élevés chez les infortunés. Donc, ça va toujours pas bien. Ensuite, à l'âge adulte, on va avoir 2 fois plus de personnes sans diplôme d'études secondaires chez les infortunés, ce qui réduit le potentiel d'emploi et de revenus plus tard. Il va y avoir 1 personne sur 6 infortunée qui va connaître un épisode dans lequel on va manquer d'argent ou de nourriture, alors que cette situation-là, elle est presque inexistante chez le groupe des nantis. Donc, au final, à 75 ans, on a plus d'hospitalisation, plus d'incapacité, une santé globale moindre et une santé mentale plus fragile. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus.
dis-je avec le sourire. Donc, yes! Alors, est-ce que c'est une question derrière? Est-ce que c'est correct si on la garde pour la fin? OK, bonne chance. OK, donc, oui, donc il y a des inégalités sociales de santé, mais là, si on se pose la question, OK, mais pourquoi? En fait, c'est les conditions, finalement, dans lesquelles on est et on grandit au cours de la vie. On peut expliquer ces conditions-là avec le seul mot théorique aujourd'hui, ça va être le modèle socio-écologique de la santé. Donc, c'est plusieurs niveaux de déterminants qui vont pouvoir prédire notre santé plus tard dans la vie. Donc, on passe des déterminants individuels comme peut-être naître avec une incapacité physique, des déterminants interindividuels. On parle ici peut-être plus de capital social, yeah! Voilà, ça vaut de l'or. Ensuite, on peut penser à des déterminants environnementaux. Moi, c'est là-dessus que je fais mon doctorat. Je regarde les environnements favorables à la santé. On peut penser à des déserts alimentaires, donc ce qui réduit l'offre en nourriture de qualité. Et les déterminants politiques, législatifs, un exemple, aujourd'hui, les institutions, avec la présentation précédente, peuvent générer des inégalités sociales, entre autres de santé. Voilà, c'était une petite... image, je trouvais ça drôle. Donc, c'est un médecin qui prescrit un changement de quartier et un emploi régulier bien rémunéré. Donc, voilà. Okay. Je trouvais ça cute. OK. Donc, j'ai malheureusement une déformation... j'ai une déformation professionnelle. Je suis kinésiologue de formation. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à la promotion de l'activité physique chez les personnes chez qui on n'atteint pas les recommandations en matière d'activité physique. C'est ça que je veux vous parler, en fait, aujourd'hui. Juste pour être sûr qu'on part avec les mêmes bases, c'est important de définir c'est quoi l'activité physique. Ce n'est pas que jouer au soccer les mercredis soirs, je vous avertis tout de suite. Donc, on a une première catégorie, un premier domaine d'activité physique qui s'appelle l'exercice physique, où là, c'est toute activité dont l'objectif est de renforcer les capacités cardiovasculaires, musculaires, genre aller au gym. Mais là-dedans, on va retrouver un domaine plus spécifique qui est le sport où on retrouve les mêmes types d'activités, mais avec des règles, avec des compétitions comme le soccer, l'Impact. C'est encore? Non, le FC. Ils ont changé de nom, en tout cas. Le soccer à Montréal, par exemple. On a aussi les tâches domestiques, donc faire votre vaisselle, faire du jardinage, passer le balai, pelleter. Ça, c'est de l'activité physique, en fait. C'est juste de bouger. C'est juste que l'intensité est peut-être un peu moindre que le soccer, mais c'en est quand même, ça compte. Et on a l'activité physique de transport, ma préférée. Donc, ici, on parle de déplacement du point A au point B de manière active. On pense au vélo, à la marche, à la trottinette et autres. Puis il y a aussi, je ne l'ai pas écrit, là, mais il y a de l'activité physique liée au travail, là, tant qu'à être ici. Les facteurs vont définitivement avoir des niveaux d'activité physique plus élevés à cause du travail. OK. Moi, aujourd'hui, j'essaie de vous convaincre de vous intéresser, de vous intéresser à l'activité physique chez les jeunes, parce que malheureusement, c'est la population chez laquelle on atteint encore moins les recommandations en matière d'activité physique, et en plus, ça a été exacerbé par la pandémie. Probablement à cause des récréations qui n'avaient pas lieu, tout le monde est pris en dedans, on joue moins, tatati, tatata. C'est quand même seulement 37,2% des Canadiens, des jeunes finalement canadiennes qui atteignaient les recommandations en matière d'activité physique. C'est vraiment très nul. Puis c'est pas de leur faute, là, c'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est poche en matière de santé. Et donc, puis en plus, quand on s'intéresse à cette littérature-là, on voit que les habitudes en matière d'activité physique qui ont été développées durant l'enfance sont souvent maintenues à l'adulthood, à l'âge adulte. Donc, c'est une autre raison de plus d'aller intervenir chez les jeunes parce qu'on veut développer cette habitude-là. Poursuivons. OK. Le vélo. Parlons-en du vélo. OK. Le vélo est un type d'activité physique chez les jeunes avec lequel on atteint plus facilement ces recommandations canadiennes en matière d'activité physique qui sont, je ne l'ai pas dit, 60 minutes par jour pour les enfants. Comparativement à la marche et aux autres moyens de transport, c'est vraiment le vélo qui était le plus facile d'atteindre le 60 minutes par jour, souvent parce qu'on va à tous les jours à l'école en vélo, donc on va automatiquement au moins 5 jours semaine se déplacer à vélo.
C'est le fun parce que le milieu scolaire est une opportunité pour les écoles de développer des interventions pour agir sur les vélos. Par exemple, à Vélo Québec, je sais qu'ils font des formations dans les cours en éducation physique sur la sécurité routière à vélo. Donc ça peut être un exemple d'intervention. Par contre, si on regarde la littérature sur ces interventions-là à l'âge scolaire dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de littérature qui vont évaluer l'efficacité, l'appréciation, peu importe. En fait, il n'y a pas d'études d'évaluation de ces programmes-là, donc c'est plutôt difficile de les implémenter ailleurs à plus large échelle. Et c'est là que vient le projet de recherche, finalement. Le projet s'appelle « Construis ton vélo ». C'est une initiative de l'organisme Cyclo Nord-Sud. On a un représentant aujourd'hui dans la salle. Donc, voilà. Et grosso modo, cet organisme-là œuvre à Montréal depuis 23 ans et a comme objectif de développer le pouvoir des jeunes en milieu défavorisé à se déplacer à vélo, par exemple, entre autres. Ils ont vraiment beaucoup de projets, mais ça fait partie d'un des projets clés. Et puis, cette année, ils ont commencé un projet pilote dans lequel des jeunes du secondaire sont invités, je pense que c'est des ateliers de 2 heures par semaine, pendant 18 semaines, à construire leur propre vélo de A à Z. Donc, on leur offre les ressources pour vraiment prendre en charge, finalement, leur déplacement. Donc, on construit un vélo. Ensuite, on va faire des sorties dans le quartier pour être familière avec les pistes cyclables, comment on se déplace à vélo et toute la littératie du vélo, finalement. Je vous explique pourquoi je vous parle de ce projet-là. Dans le fond, le responsable du projet nous a contactés. Nous, ici, c'est Paquito Bernard. Je vous avoue qu'il n'a pas l'air content sur cette photo. Il y a un sourire plus fréquemment que ça. Donc, c'est mon directeur, il a été mon directeur de maîtrise et c'est mon co-directeur de doctorat. Dans le fond, ses travaux portent beaucoup sur la question des déplacements à vélo à Montréal. Et donc, voilà, on a été contactés pour conduire une étude d'évaluation du programme dans le but de le déployer à plus grande échelle ailleurs à Montréal. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer ce programme? En fait, à la fin du programme, on va demander aux jeunes qui veulent de participer à un focus group, un groupe d'entretien dans lequel on va leur demander leur expérience vécue durant le programme, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qui pourrait être amélioré finalement, parce que le programme est destiné à des jeunes, alors que c'est des personnes plus âgés qu'eux, finalement, qui le conçoivent. Alors, c'est vraiment important que leur voix soit entendue pour que ça soit vraiment le plus plaisant pour eux, finalement. Donc, voilà, ils vont faire partie du développement de ce programme-là. Et puis, c'est ça. Finalement, pourquoi on fait ça, là? On fait quoi? Bon, voilà la question qui vous brûle les lèvres en ce moment. Finalement, ça va nous donner quoi de faire un projet de la sorte? Bien, le but... Oh, retomber. Il n'y a pas de... Excusez, je passe blanc sur blanc. Je n'avais pas vu. Donc, ce projet va nous permettre d'entendre cette voix des jeunes-là pour rebâtir, pas rebâtir, mais remanier le projet pour qu'il soit le plus en ligne avec les intérêts des jeunes qui, eux, suivent le programme. Et l'objectif, c'est de construire un rapport pour l'organisme Cyclo Nord-Sud pour qu'ils puissent arriver avec ce rapport et dire, écoutez, c'est ça qu'il faudrait faire. On a demandé aux jeunes, on aimerait avoir du financement pour le déployer à l'échelle, à plus grande échelle finalement, peut-être à l'échelle du Québec. Ça serait vraiment intéressant. Puis en plus, là, je ne sais pas si vous suivez les médias sur le transport actif, mais il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le déploiement des pistes cyclables, le déploiement de programmes, la sécurité routière. Il y a eu l'incident avec le piéton. Donc, on s'inscrit un peu dans ce courant-là. Puis voilà, finalement, place aux jeunes à la rue. C'est pas juste les adultes qui peuvent se déplacer en vélo. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai des réponses à vos questions. Allô, t'as ta question? Oui, j'en ai même 2. Il y en a une autre qui a répondu. Premièrement, je ne sais pas si tu l'avais dit au début, puis j'ai juste pas bien entendu, mais les statistiques de la première diapositive, est-ce que c'était au Canada? C'était Santé Montréal, en fait. Fait que c'est sur l'île de Montréal. Exactement, oui. Parfait. Puis en deuxième lieu, je me demandais, dans ton domaine d'études, est-ce qu'il y a
des recherches ou des regroupements qui essaient de mettre une pression ou juste d'élaborer des projets pour le gouvernement, mais pour comme réformer un peu dans le système de l'éducation, de donner plus d'espace au mouvement. C'est justement de faire plus de récré, ça n'a pas d'allure, faire comme 2 récrés de 15 minutes pour les enfants qui ne bougent pas. OK, En fait, je suis d'accord. Ben, absolument, oui, je suis d'accord avec toi. En ce moment, l'éducation, ça va pas très bien. Et souvent, nous, on peut en être témoin là, en tant qu'étudiant. L'activité physique, c'est souvent l'affaire qui prend le bord. Ouais. C'est pas mal la même affaire qui se passe dans le système d'éducation. Mais sachez qu'il y a des professeurs en éducation physique et kinésiologues qui militent vraiment fort pour garder leur morceau, leur part du gâteau, puis finalement de trouver peut-être d'autres initiatives. Je sais que dans certaines écoles qui sont plutôt ouvertes, durant les heures de cours, on va faire des pauses actives. Donc déjà là, on va casser la sédentarité. C'est combien d'heures? C'est genre 45 minutes un cours ou... Non, en tout cas, bref. La durée d'un cours, là, finalement, au primaire puis au secondaire, alors qu'en ce moment, le temps de récréation, c'est plus difficile. C'est ce genre d'initiatives-là qui ont lieu, mais je t'avoue que c'est vraiment un enjeu difficile. Puis même, pour la petite histoire, là, les kinésiologues n'ont pas d'ordre. On a juste une fédération. On ne peut pas donner un reçu d'assurance pour des traitements, à moins qu'on fasse un petit twist là, d'assurance, ce qui n'est pas top. Fait que c'est difficile parce que l'activité physique n'est même pas encore reconnue comme étant un traitement, alors que ça l'est sur tellement de choses. Sur la santé mentale, sur diabète, physique tout, c'est ça, surtout santé mentale et surtout les deux, là, en fait. C'est ça. Je suis la première à faire ce plaidoyer-là. Donc, continuons dans cette direction. Ouais. Bien, si jamais, c'est pas une question, désolée, c'est une recommandation. Oui, si jamais votre fédération, ça vous intéresse, il y a un forum sur la réforme de l'éducation scolaire au Québec qui se fait en ce moment, puis ils cherchent plein de gens de plein de milieux pour la réforme, donner leur opinion, puis tout, fait que ça pourrait être vraiment... Oui, on s'écrit. Intéressant. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Allô. Je suis de Cycle Nord-Sud. Oui. Un petit pitch, c'est toujours bienvenu. On a besoin de bénévoles et de vélos pour faire ce genre de projet. Mais ma question, c'est en fait, ça porte sur les freins sur l'activité physique des jeunes. Parce que quand on parle de transport actif, on parle aussi d'un certain niveau de risque. Et j'ai dû constater qu'il y a beaucoup de parents qui sont craintifs et peuvent créer un vélo, mais d'avoir l'autorisation de l'utiliser. Donc, est-ce qu'il y a des pistes pour influencer aussi des parents ou des responsables? Oui, puis ça, c'est un élément extrêmement important là, parce qu'au-delà, tu sais, là, si on s'intéresse à des enfants, ben on peut pas faire abstraction des parents. Puis souvent, comme ça a été mentionné, les parents préfèrent aller porter leur enfant à l'école en voiture pour des raisons de sécurité. Je peux comprendre, là, il y a des enfants qui meurent à Montréal parce que les gens conduisent trop vite. C'est vraiment comme un problème de santé publique sur lequel il va falloir agir. Mais après ça, je pense que ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Oui, les enfants, après ça, il va falloir qu'on fasse de la formation pour les enfants pour leur apprendre les règles de sécurité, mais ce n'est pas qu'à eux à respecter le code de la route. Là. Finalement, c'est à toutes les personnes qui vont se déplacer. Puis, petite nouvelle, tout le monde se déplace pas mal à tous les jours. OK, il y a la pandémie, là, fait que ça a changé les habitudes, mais c'est ça, fait que c'est vraiment des pistes d'action qu'il va falloir être prises chez tout le monde. Ce serait ma réponse plate. Merci pour la question. Salut! Allô! Merci pour la présentation. Moi, je me demandais si ça fait un peu du pouce sur la première question. Est-ce qu'il y a des programmes dans les écoles ou est-ce qu'il y a moyen pour les écoles d'aller chercher un financement s'ils voulaient inculquer ce genre de programme-là où il y a du vélo qui se fait avec les élèves et où le déplacement à vélo peut peut-être être couvert pour que tous les élèves aient un vélo? Est-ce que ce genre de choses-là se fait quelque part dans le monde ou au Québec pour faciliter un peu? Parce qu'on comprend que les organismes communautaires sont un bel atout pour ça, mais on ne peut pas couvrir toutes les écoles du Québec avec Cyclo Nord-Sud. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font? Puis est-ce que ça serait possible et implantable concrètement? Oui, puis encore une fois, on est dans le ultra concret. Puis, tu sais, je pense que ma réponse politique, ça serait, c'est pas aux écoles à faire cette éducation-là, mais après ça, pour les professeurs en éducation physique, c'est vraiment une belle opportunité d'expliquer que, finalement, l'activité physique, c'est pas juste jouer au ballon. Puis je stéréotype, là,
j'ai beaucoup de profs en activité physique dans mon entourage que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, ce serait comme une refonte finalement du programme en éducation physique et à la santé, parce que c'est pas juste éducation physique, c'est éducation physique et à la santé. On va parler d'habitudes de vie. Donc, absolument, ça, c'est une solution qui serait super intéressante. Après, bon, ben c'est ça, ça va pas bien en éducation, fait que je pense pas qu'ils ont envie de porter ce chapeau-là. Fait qu'entre-temps, mais on fait affaire avec des super organismes qui ont ça comme vocation, comme Cyclo Nord-Sud, qui c'est une équipe de bénévoles ultra motivés qui vont passer cette flamme du vélo aux jeunes, finalement. Fait que j'ai l'impression que ça va être une solution... Finalement, il n'y a pas une solution. Ça va être plein de solutions ensemble, puis Cyclo Nord-Sud font partie de ça. Mais à voir là, pour la suite, là, je pense que dans quelques années, on va peut-être pouvoir en parler plus concrètement. C'est bon, super. Merci beaucoup. Merci. Salut! Allô. Bravo pour ta présentation. Merci. Tu parlais de les 60 minutes pour les jeunes. Je me demandais si ça changeait avec l'âge adulte. C'est quoi les recommandations pour les adultes du nombre de temps? Oui. Je demande pour une amie, là. Oui, en fait, moi, c'est la première fois que je travaille avec les jeunes. Mon dada, d'habitude, c'est les adultes inactifs, là, si on veut. Donc, pour les adultes, 18 ans et plus, on veut atteindre 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Et si on peut intégrer des activités de renforcement musculaire, c'est le best. Je travaille aussi sur la difficulté à devenir actif. C'est pas... OK. Bon, on est toujours dans une perspective capitalisme et lutte de classe. Il y a... 150 minutes par jour? Non, par semaine, pardon. Okay. Excusez. Wow! Wow! Par semaine. Oh my God, je suis désolée. petit lapsus. Par semaine, effectivement. Oui. Merci pour la clarification. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, non, je ne m'en souviens plus. Bref. Hein? Oui, c'est ça, OK. Bon, vous savez, les entreprises qui vendent du gear de sport comme Nike, leur slogan, c'est « Just do it ». C'est ta responsabilité à toi à bouger. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'activité physique, c'est ça. C'est tout ça. On peut pas dire aux gens « juste fais-le ». Comme c'est du shaming. On peut pas. C'est compliqué, là, faire de l'activité physique là, dans ces temps modernes. Donc voilà, puis c'est pour ça que moi j'ai un penchant pour l'activité physique de transport parce qu'on se déplace à tous les jours. C'est peut-être plus facile à intégrer en matière d'habitude. Je dis pas à tout le monde d'aller faire du vélo. Je suggère très fortement de peut-être ne pas utiliser la voiture, mais sachez que utiliser les transports publics, c'est l'activité physique. Vous marchez pour vous rendre à votre arrêt de bus, vous êtes debout dans le métro quand il n'y a pas de place. C'est bien, on casse la sédentarité. Puis au final, l'objectif, c'est pas de nécessairement atteindre là, les 150 minutes d'activité physique par semaine à intensité modérée à vigoureuse. Finalement, c'est de bouger et surtout s'asseoir moins. Ça fait partie des nouvelles recommandations canadiennes 2020, genre. On parle beaucoup de sédentarité parce que la sédentarité est un comportement de santé et l'activité physique en a un autre. Oui, ils sont interreliés, mais si toi, tu es une personne qui, par exemple, va faire du sport à tous les soirs, mais tu travailles à ton bureau 8 heures par jour, toute la semaine, est-ce que c'est tant mieux? Il y a quand même des effets délétères. Je suis désolée de vous apprendre ça, chers étudiants et étudiantes. Il y a quand même des effets délétères à être sédentaire. Bon, des alternatives ultra individualisées, c'est s'acheter un bureau assis debout, mais vu que l'activité physique, tout le monde y a droit, ben moi, je milite pour que le gouvernement investisse dans des interventions publiques dans lesquelles, je sais pas moi, les écoles les universités, par exemple, offrent des stations assis debout en grand nombre. Donc, c'est un peu le message que j'essaie de passer ici. Voilà. Attends, y a-t-il une autre question? Oui. Salut. Allô? Je suis en télétravail 5 jours semaine, donc je prends bonne note de ce que tu viens de dire. Désolée, moi aussi. Mais moi aussi. Non, c'est ça. Ouais, je suis pas le seul, clairement pas. Moi, dans le fond, j'avais une question sur ce que tu as avancé au départ, quand tu parlais d'inégalité sociale. Oui. Est-ce que votre projet, votre programme, est-ce que, dans le fond, il y a un plan de déploiement, est-ce que ça soit, tu sais, que vous soyez assuré que ça soit dans les milieux plus défavorisés ou que vous allez chercher le plus
de la population? Bien, en fait, c'est ça. Le programme, c'est pas nous, l'équipe de recherche, qui l'ont monté, c'est vraiment l'organisme Cyclo Nord-Sud, dont la mission est de rendre le vélo accessible aux plus démunis. Donc, oui, dans la perspective de Cyclo Nord-Sud, ce serait ça l'objectif, parce que, comme on a vu, on n'est pas tous égaux face à la santé, puis tant qu'à intervenir, on va aller intervenir chez les personnes chez qui on a plus besoin de ressources. Puis là, on parle dans le futur, fait que j'avoue que je sais pas. T'es pas obligé de donner une réponse tout de suite. OK. Bien, je te reviens avec des résultats. Puis c'est ça, une fois qu'on va avoir des résultats, probablement que ça va nous aider à mieux orienter là, la suite des choses. C'est bon. Voilà. Merci. Merci. Je pense que ce serait un très bon moment pour aller prendre une petite pause de 10 minutes, mais une pause active. Alors, on se revoit dans 10 minutes. Alors, pour notre troisième présentation, on reçoit Samuel Carbonneau. Et sa présentation s'intitule « Le gazon est-il plus vert ailleurs ?» Pour le présenter, auxiliaire de recherche depuis plus d'1 an et détenteur d'une maîtrise en fiscalité, il souhaite changer la perception de la fiscalité du public en la faisant passer d'un simple montant à payer à la fin de l'année à un outil pour lutter contre les problèmes d'équité et de justice sociale ici et ailleurs. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Sherbrooke represent. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment plaisir d'être ici pour une 3e fois maintenant, présenté à Bistro Brain. Donc, ma présentation, le gazon est-il plus vert ailleurs? Qu'est-ce que j'entends par cette question-là? Moi, ma spécialité, c'est les impôts. Je suis en fiscalité. Puis, on entend souvent dire « Ah, au Québec, on paye trop d'impôts, c'est trop cher, les taxes, blablabla, blablabla. » Est-ce que c'est réellement le cas quand on regarde en réalité qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc, c'est ce que j'ai cherché à faire dans mon projet de maîtrise. Donc, nous, on a décidé de comparer le Québec avec la Suède et l'Australie. Pourquoi on a décidé de faire ça? La Suède, elle a un poids de la fiscalité élevé. Le poids de la fiscalité, c'est un indicateur qu'on utilise. Je vais l'expliquer dans pas long. Je vous jure, là, vous allez comprendre, c'est très facile. C'est aussi un pays unitaire. Il y a un roi qui est passé. C'est une monarchie constitutionnelle, comme au Québec. On est sous la gouverne du roi de l'Angleterre. C'est un pays qui fait partie du groupement qu'on appelle les pays scandinaves, qui comprend Danemark, Norvège, Finlande, Suède et Islande, si je ne m'abuse. Mais Islande, je ne suis jamais sûr parce qu'ils sont un peu spéciaux. Et c'est aussi une petite économie ouverte, ce qui n'est pas vraiment intéressant pour vous en ce moment, parce que je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes. Y a-t-il des économistes à main levée dans la salle ce soir? Non? Parfait. Je peux faire autant d'erreurs que je veux. Et la Suède a une plus petite superficie que le Québec, beaucoup plus petite, mais une plus grande population. Donc, on voulait voir si ça avait un impact sur les choses. Quant à l'Australie, le poids de la fiscalité est assez bas. Donc, on voulait voir si les règles fiscales allaient changer là, par rapport à ça. C'est aussi partie du Commonwealth avec notre cher Charles 3? 4? Philippe, c'est quoi son nom? C'est aussi une petite économie ouverte. Excusez. C'est aussi une petite économie ouverte. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que l'économie est assez grande pour se faire influencer par les taux monétaires mondiaux, mais n'est pas assez grande pour les influencer elle-même vers l'extérieur. Et la population est beaucoup plus grande et la superficie aussi. Donc, pourquoi maintenant on a fait cette recherche? On voulait... Dans le fond, la chaire en fiscalité pour qui je travaille fait à chaque année un bilan de la fiscalité québécoise où on recense tous les indicateurs fiscaux et où on évalue comment se comportent les impôts au Québec et les mesures des gouvernements. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est, on se compare à l'international, on voulait valider qu'on a bien les bonnes données à l'international. On voulait aussi s'inspirer de
au-delà des indicateurs, qu'est-ce qui se fait à l'international? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour appliquer au Québec? Et contextualiser ce qu'on trouve à chaque année, parce que de voir que la Slovaquie a un taux de pression fiscale de 19,2 à chaque année, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Mais ma préférée, c'est pour obtenir mon diplôme, parce que c'est mon projet de maîtrise. Donc, de quoi on s'est servi pour faire cette recherche-là? Je vous avais dit que j'expliquerais la pression fiscale ou le poids de la fiscalité. C'est pas sûr. Mais je l'explique juste après. Donc, on s'est servi de la structure fiscale qui est en fait, on a pris tous les revenus fiscaux, tous les revenus qui sont prélevés par les impôts ou qui sont prélevés, par exemple, sur votre salaire, il y a des cotisations pour le Régie des rentes ou pour l'assurance-emploi. Ça fait partie des revenus de la fiscalité. Donc, on prend tous les revenus et on les sépare selon des divisions arbitraires, en fait. Par exemple, les paliers de gouvernement ou, par exemple, par tranche d'âge, ou etc., etc. On peut faire des structures fiscales avec tout ce qu'on veut. Et la pression fiscale, qui est les revenus de la fiscalité sur le PIB du territoire qu'on analyse. Le PIB étant la somme de la production dans un pays. Encore une fois, il n'y a pas d'économistes dans la salle, fait que vous n'allez pas m'haïr si je fais une erreur sur le PIB. Le PIB est aussi une donnée qui fait un petit peu... qui énerve un petit peu les adeptes du capitalisme parce qu'on recherche tout le temps la croissance, le profit infini, mais c'est pas tant important que ça finalement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec ces données-là? On a fait des heatmaps un petit peu comme ici. On a vraiment pris toutes les divisions qu'on utilisait et les pressions fiscales qu'on avait calculées. Et on a réussi à faire un petit peu un portrait global de à quoi ressemblait la fiscalité dans les 3 pays qu'on analysait. Donc, on peut voir, il y a une plus grosse concentration sur, par exemple, en Australie, l'impôt sur le revenu des particuliers, qui est celui qu'on paye, vous et moi, à la fin de l'année, qu'on va payer bientôt au 30 avril. Puis, par exemple, en Suède, on voit qu'il est dans le rouge. Je vais expliquer pourquoi dans pas long. Puis, on s'est aussi amusé à faire des historiques parce qu'on a accès à ces données-là depuis 1981. Donc, on s'amuse à voir là, comment ça évolue dans le temps, à quel point la structure fiscale va changer, à quel point les pays vont se servir plus de, par exemple, l'impôt sur le revenu ou les cotisations sur les salaires ou les impôts fonciers sur les maisons. Et où est-ce qu'on a été chercher ça, toutes ces belles informations-là? Un gros amalgame de toutes mes sources, certaines en suédois, certaines du gouvernement australien, majoritairement OECD, l'OCDE en haut à gauche, qui est l'organisme de coopération et de développement économique, qui gère vraiment 38 pays, je crois, qui rassemble plein de données fiscales, plein de données de finances publiques, et qui nous aide à faire des analyses comme celle-là. Il y a celle-là aussi, mais faut pas la dire, celle-là. Donc, félicitations, on est arrivé au résultat. Le bout de plate est passé. Ben, il y a certains qui trouvent l'entièreté de ma job plate, mais pour moi, le bout de plate est passé. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à la Suède? C'est écrit en très petit, vous m'excuserez. Mais en Suède, ce qu'on a trouvé, ce qui nous a vraiment étonné, c'est que les municipalités ont une très, très grosse importance. En Suède, il y a 290 municipalités et chacune de ces municipalités-là a le droit de faire sa propre variation sur la loi de l'impôt. Ça fait énormément de paperasse à gérer pour le gouvernement central, mais ce que ça fait, c'est que les mécanismes de redistribution pour aider à pallier à la pauvreté, pour aider les familles monoparentales, etc., sont très, très proches du peuple, très, très proches de la réalité et sont beaucoup plus efficaces qu'ici. En Suède aussi,
il y a un seul taux d'impôt à retenir. Ils ont fait un grand effort de simplification. Donc, ce qui se passe en Suède, c'est qu'à la fin de l'année, selon la ville où vous habitez, vous allez avoir 28 % d'impôt à payer, flat, c'est tout, sur votre revenu au complet. Et c'est en grande majorité votre employeur qui va le calculer et qui va le retenir sur votre salaire. Fait que vous allez, en grande partie, jamais avoir de chèque à envoyer à notre équivalent Revenu Québec. Ça fait beaucoup moins de fardeau administratif pour l'État parce qu'il y a beaucoup moins d'agents de perception qui vont aller chercher cet argent-là. Et finalement, est-ce que vous trouvez ça élevé au Québec, 15 % de taxes, environ 15 %? Gérable. En Suède, c'est 25 % de taxes sur presque toute la consommation. Non, ça c'était l'impôt sur le revenu. C'est 25 % de taxes. Mettons, tu vas acheter... Mettons, là, je vais aller acheter de la gomme, là, puis je vais payer 25 % de plus que le prix affiché. En Suède, il n'y a personne qui chiale parce qu'ils ont décidé d'éliminer la majorité des exceptions. Fait que c'est presque le même taux sur presque tout, sauf certains biens alimentaires de base. Donc, le monde font juste dealer avec, puis ça donne beaucoup d'argent à l'État qui réussissent à redistribuer pour aider les gens qui sont plus dans le besoin. Puis, pour donner un exemple un petit peu de ce que je parlais au niveau des municipalités, le bleu le plus foncé, c'est le poids de la fiscalité municipale pour chacun des territoires qu'on a observés. Donc, on voit que la Suède est beaucoup plus élevée que les deux autres territoires. Et qu'est-ce qu'on a trouvé par rapport à l'Australie? En Australie, on a un modèle vraiment différent. Dans les données qu'on a reçues, il ressort qu'il n'y a aucune cotisation sociale. Donc, assurance-emploi, Régie des rentes du Québec, ces affaires-là, il n'y en a pas. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elles n'existent pas, c'est en fait parce que la majorité vont à des organismes privés ou vont à des choses qui sont comptabilisées directement avec l'impôt sur le revenu, donc ça ne ressort pas dans les données. On a le même barème progressif qu'on a au Québec, en Australie. Donc, en rouge, on a l'Australie, en bleu, on a le Québec. Le nôtre a plus de paliers et est légèrement plus élevé. L'Australie est plus basse, puis a moins de paliers parce qu'il n'y a pas deux niveaux de gouvernement qui viennent jouer ensemble. Il y a aussi beaucoup de partenariats avec le privé, surtout pour ce qui est des assurances médicaments. Puis, on s'est demandé un peu comment ça se fait qu'il n'y a pas des gros dérapages comme on peut voir aux États-Unis. Ah, on n'a pas la bonne version de PowerPoint. Donc, on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas les gros dérapages qu'on voit aux États-Unis avec, mettons, les médicaments pour le diabète qui coûtent des centaines de dollars par dose. C'est parce que l'Australie a décidé que bien qu'il allait déléguer les assurances médicaments au privé, il allait faire une énorme surveillance pour pas qu'il y ait trop de dérapage puis que les prix restent assez bas tout en étant compétitifs entre eux. Puis, pour ce qui est des assurances médicaments, l'Australie va encourager les gens à ne pas prendre l'assurance publique parce qu'il y en a une d'offerte, mais elle va même pénaliser les gens qui la prennent et qui n'en ont pas de besoin. Donc, c'est très, très, très lourdement surveillé. Puis, ça ressort que ça marche très bien. Et aussi, en Australie, il y a à peu près la même forme de gouvernement qu'au Québec. Il y a beaucoup moins d'autonomie pour les provinces, parce qu'il y a aussi des provinces en Australie, mais elles n'ont presque pas de pouvoir. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on constate? Dans tous les cas, au Québec, en Suède, en Australie, il y a énormément de place pour plus de mesures environnementales. L'Australie est la bonne dernière. Eux autres, ils ont mis une taxe sur l'essence en 2011. Ils ont décidé de geler le taux. Ils se sont dit, on est good avec ça. Puis maintenant, c'est un des plus grands pollueurs au monde. Nous, au Québec, on se place en milieu. Et en Suède, ils ont un très, très, très gros système de marché d'enchères sur le carbone qui fonctionne extrêmement bien. Mais eux autres, ils ont implémenté ça depuis 1990
Et donc, il faudrait se grouiller si on veut être capable de les rattraper. Eux autres ont réussi à atteindre leur objectif de descendre leur émission de carbone en dessous de 35 % en dessous du niveau de 1990. Donc, on voit que ça fonctionne. Aussi, ce qu'on a constaté, c'est qu'au Québec, on a vraiment besoin de simplifier les impôts parce qu'en Australie et en Suède, ils ont automatisé tout ça. Eux autres, tout ce qu'ils font, c'est vous envoyer votre déclaration pré-remplie, puis vous la validez et vous la renvoyez, toute par une application sur le téléphone. Ça va super bien. Toutefois, des points gagnants pour le Québec. Au Québec, on reste les plus généreux pour les familles, surtout les familles monoparentales. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on donnait énormément de remboursements à comparer des autres pays. Les autres pays sont beaucoup plus justes, sont beaucoup plus équitables, mais moins favorables envers les groupes de personnes qui sont dans le besoin que le Québec. Donc, on se place quand même bien là. Et aussi, ça, je vais le passer parce que c'est long à expliquer. Si on voulait appliquer une méthode comme en Australie où on serait plus proche de la population pour redistribuer, une méthode comme en Suède, ce ne serait pas possible parce qu'au Québec, on n'a pas 290 municipalités, on en a environ 1300. Donc, ce serait à trop grande échelle et on a trop de territoire pour être capable de gérer une formule comme ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite avec tous ces beaux résultats-là? Bien, à ce soir, on parle de capitalisme et de lutte de classe. Et moi, je suis encore un jeune carrière idéaliste et tout et tout. Donc, moi, je dis qu'on va changer le monde avec ça. Laissez-moi m'expliquer. Je pense que la fiscalité, comme on la voit en Suède, tous ces outils-là, c'est un bon outil pour redistribuer aux personnes qui en ont le plus besoin. Puis je pense qu'on a beaucoup de leçons à apprendre de d'autres pays, à s'inspirer pour être capable d'aider les classes plus défavorisées à remonter. Parce qu'on a déjà un système de redistribution qui est en place, c'est juste qu'il n'est pas très efficace. Puis, ensuite de ça, si on passe plus à l'international, je pense que c'est une des premières comparaisons internationales comme ça qu'on fait. Puis je pense que c'est nécessaire de se créer une banque de liens entre les différents pays, de la manière dont les lois fiscales fonctionnent ensemble, si on veut être capable de recapter les profits des grandes multinationales, puis de redistribuer aux communautés qui en ont réellement besoin, puis de redistribuer les profits qui ont été faits dans des pays comme le Bangladesh ou des pays qui ont des sweatshops, de redistribuer ces profits-là qui ont été faits avec le travail de ces gens-là dans ces communautés-là. Donc, je pense qu'avec une connaissance qu'on se bâtit comme ça, on va être capable tranquillement de créer des systèmes qui vont être capables de ramener ça aux gens qui en ont besoin. Donc, voici le lien. Toute la source, c'est juste mon essai. Donc... Des questions? Y a-t-il des questions? Allô? Allô? Ben merci pour ta présentation. Je suis contente de voir que la fiscalité peut être divertissante. Je suis pas en majorité d'être divertissant en fiscal. Okay. On est toutes plates. OK, mais c'est un bon début. Je me demandais, en fait, en quoi la monarchie constitutionnelle fait en sorte que la Suède et le Canada sont comparables entre eux. Parce que j'ai pas l'impression que la monarchie constitutionnelle change quoi que ce soit sur la fiscalité. Donc, peut-être pour la Suède, je sais pas, mais pas au Canada. C'est surtout pour faire des parallèles sur la forme de gouvernement. Parce que le Canada, Québec, Australie et Suède ont tous la même structure de roi, premier ministre, sous-ministre, etc. Donc, ça ne change pas nécessairement quoi que ce soit sur les lois fiscales, mais c'est vraiment juste
il y a quelques pays dans le monde qui sont des monarchies constitutionnelles, puis ça donne que la Suède et l'Australie en sont. Donc, puis qu'on a des formes de gouvernement similaires. OK. Merci. Allô? Allô? En fait, je me demandais, en écoutant ta présentation, c'est peut-être une vision de la fiscalité que j'ai qui est biaisée. Tu me diras si c'est le cas. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu à contre-courant de ton domaine? J'ai l'impression que tu parles de redistribution beaucoup plus, puis de toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, non, mais dans une perspective, je sais que c'est peut-être un peu niaisé comme question, mais en fait, c'est. Comment parce que tu sais, aussi avec la perspective à la fin de ta présentation, tu dis on va changer le monde avec ça. Comment tu vois ça, ta place dans la fiscalité, voilà, tout ça? Oui, j'ai 100% l'impression d'être à contre-courant. J'ai eu l'impression pendant tout mon bac et toute ma maîtrise. Mais plus sérieusement, je pense qu'il y a réellement un courant vers, de un, la fiscalité verte, l'éco-fiscalité, et la fiscalité qui est plus juste, parce que c'est sûr, on parle de capitalisme ce soir. Les gens qui ont fait la maîtrise en fiscalité, leur but, c'est de prendre ça puis d'aller faire de l'argent avec. Mais il y a quelques personnes qui travaillent activement pour faire un monde plus juste, ici comme à l'international. En ce moment, il y a des démarches avec l'OCDE, donc, que j'ai mentionné, pour faire un taux d'imposition des sociétés minimum global. C'est très complexe. J'ai écouté une conférence là-dessus il n'y a pas longtemps, donc je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, synthétiser ce soir, mais l'effet que ça va avoir, c'est, comme j'ai dit, on va essayer de redistribuer aux communautés dans lesquelles les produits ont été faits, des grosses multinationales, les profits qui ont été faits avec ces produits-là. Donc, il y a un contre-courant quand même. Oui, il y a un contre-courant, puis il s'en vient de plus en plus fort. Génial. Merci. Salut, Sam! Allô! Je sais que, bon, on a déjà parlé de ce sujet-là ensemble, mais est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi la fameuse mesure là, sur le carbone en Suède qui fonctionne si bien que ça? Donner un petit peu plus de détails aux gens. Merci. C'est pas très, très, très complexe. Le marché, les enchères sur les unités de carbone, de la manière que ça marche, on détermine une unité d'émission de carbone, qui est en général une tonne de carbone, une tonne de CO2 d'émise. Et on va mettre un prix là-dessus et on va créer des permis d'émission qui vont avoir un nombre limité de permis qui vont être distribués à plein de compagnies. Puis les compagnies vont pouvoir s'acheter et se vendre entre elles ces permis d'émission-là. Et d'année en année, on va diminuer le nombre de permis qui sont émis dans le marché. Ce que ça va avoir comme effet, c'est que graduellement, les entreprises vont réduire leur quantité d'émissions et vont se sentir limitées. Et plus elles vont émettre, plus ça va leur coûter cher. Le problème avec le système du Québec, c'est que les unités coûtent 35 $, je pense, aux dernières nouvelles. En Suède, elles coûtent 153 $. Donc, on voit qu'il y a une grosse différence de découragement. Là. En Suède, on veut vraiment décourager les gens d'émettre. Au Québec, c'est un petit peu plus comme « Ah, ouais, ben, on va te charger un petit peu. » là, mais... Donc, c'est un petit peu ça le fonctionnement. Merci beaucoup. Okay. Allô, merci Allô. pour ta présentation. Moi, j'avais une question dans un contexte d'inflation. Est-ce qu'il y a certains systèmes fiscaux qui ont démontré une plus grande étanchéité de manière à moins appauvrir en fait la population en général, ou moins de s'assurer qu'il y ait comme un minimum de services qui soient offerts à des personnes, notamment des personnes qui seraient plus vulnérables de par leurs faibles revenus? Ben, il y a certains... Écoute, je ne me mets pas à jour tout le temps, mais il y a certains mécanismes de redistribution qui fonctionnent quand même déjà assez bien, notamment le crédit de solidarité que les gens à faible revenu reçoivent, qui a eu récemment un penchant logement à cause de l'augmentation des prix des loyers, puis qu'il y a aussi un penchant région nordique pour les gens qui habitent plus dans le nord du Québec, qui fonctionne assez bien. Sinon,
on a peu de mesures anti-inflationnistes, mais c'est difficile de faire des bonnes mesures anti-inflationnistes sans augmenter l'argent qui est en circulation, de ce fait augmentant la demande des biens et augmentant l'inflation ensuite. Donc, puis là, je ne mets pas mon opinion professionnelle en jeu, puis je ne prends pas ma responsabilité, mais les montants ponctuels pour contrer l'inflation, ça ne marche pas! Donc, c'est ce que j'ai à dire sur l'inflation, mais c'est un sujet quand même complexe, puis c'est dur d'aller jouer là-dedans sans inconsciemment la faire augmenter. Donc, c'est vraiment difficile. OK, merci. Salut. Dans ce que tu nous as montré, dans les études ou peu importe, est-ce que toi ou les autres avez pris en considération, ou plutôt avez-vous séparé, dans le fond, l'apport qui est envoyé au fédéral versus au provincial, parce que c'est quand même de l'argent qui ne s'en va pas à la même place puis pour les mêmes raisons. Ouais. Donc, comment que ça a été monté, si je peux dire ça comme ça? Nous, on fait le bilan de la fiscalité depuis quand même assez longtemps. Donc, on a vraiment les données du Québec très isolées, là. On a vraiment tout ce qui va au gouvernement provincial. On a vraiment accès à ça, puis c'est très clair et net, les divisions. Puis on ne s'occupe pas de ce qui est allé au fédéral. Nous autres, on voulait vraiment comparer le Québec avec l'Australie et la Suède. OK. Parce que quand tu nous as demandé si on trouvait ça cher, 15 % de taxes, là-dedans, il y a quand même 5 % qui est au fédéral. Effectivement, il y en a 5 % qui est au fédéral, mais c'est 9,975 % au provincial. Au provincial, oui. C'est pris en compte là, dans l'étude. OK, d'accord. Puis, pour faire suite à la question de tout à l'heure, le Canada et le Québec payent pour la monarchie britannique avec les postes de lieutenant-gouverneur puis gouverneur général. Ça, c'est de l'argent de nos taxes, nos impôts qui sont envoyés pour ça. Honnêtement. Tu peux me dire oui ou non, mais c'est... on s'est tellement pas arrêté à ça, je pourrais pas dire, mais effectivement, le salaire du lieutenant-gouverneur, c'est public, là, donc c'est l'argent des comptes de dépenses des gouvernements. Mm-hmm. C'est peut-être des subventions de la monarchie britannique, que sais-je. Ou de l'argent perdu qu'on pourrait récupérer pour autre chose. Des fonds de tiroir qui ont gratté pour payer le lieutenant-gouverneur, on ne sait pas. C'est bon, merci. Je peux répondre à la question. La réponse, c'est oui. Merci. C'est le Canada et le Québec qui payent de l'argent et non le contraire. La question que j'avais, en fait, il y en avait plusieurs parce qu'il était fait des... Ah, comment? Malheureusement, on va terminer. Là... On peut faire la dernière. Court. Mais au pire, on va avoir du temps. Tu peux venir me la poser après. Non. Je refuse, c'est capitaliste et lutte de classe. Et tu as parlé. Merci. Wow. On a officiellement perdu le contrôle de la présentation. Je suis désolée. Je pense juste que c'est important de faire le bémol sur le fait que, là, tu as présenté l'idée d'élever les classes vers le haut, mais il n'y a pas eu l'argument de baisser le haut vers le bas, parce que c'est quand même ça le problème principal, c'est l'écart entre les deux, il me semble. Tout à fait. Puis la question que je me posais, c'est quand vous faites vos comparaisons entre les trois, est-ce que vous avez pris en charge la part de travailleurs étrangers qui n'ont aucun statut dans les pays, dans les trois pays qui ne peuvent pas avoir... Est-ce qu'ils sont comptabilisés dans tout ça, Excellente question. Pour répondre aux deux penchants de ta question en même temps, nous, la seule chose qu'on a analysée, c'est les revenus finaux que les gouvernements ont reçus. On n'a pas fait d'analyse sur le salaire moyen, sur l'écart de richesse, le coefficient de Gini ou quoi que ce soit. Donc, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais c'est sûr, à 150% qu'il y a besoin de plus de mesures pour plus hautement taxer les riches. Là. C'est du common sense. Là. Non. Merci.
En passant, j'ai rarement vu de quoi d'aussi laid qu'un texte rouge surligné en jaune. C'est affreux! OK. Pour notre quatrième et dernière présentation, nous accueillerons Joël Soumi qui nous présente une présentation intitulée « Masculinité et véganisme. La viande a-t-elle un genre? » Pour la présenter, lors de ses études en sociologie à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, Joël Soumi s'est intéressé aux masculinités et au véganisme conjointement. Le véganisme prenant une grande place dans sa vie, elle s'est demandé comment cette pratique hors norme pouvait impacter le genre. Alors, sans plus tarder, place à notre dernière présentation. Allô tout le monde. J'ai l'impression de m'éloigner un peu du sujet, mais pas tant. En tout cas, j'espère que vous allez quand même apprécier. Donc, avant de commencer, j'avais une petite question pour vous. Oui, je suis désolée, mes cartes sont sur mon téléphone. Fait que si vous me voyez regarder mon téléphone, j'ai besoin de cue card. Je suis désolée. Je vais vous poser une petite question. Si vous aviez à dire s'il y a des aliments typiquement masculins, est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent en tête? Si oui, ça serait quoi? Oui? Oui, je sais que c'est un peu haha. Le lien est comme super, mais est-ce qu'il y a autre chose ou des types de nourriture ou en tout cas ça vous reste vraiment plus autour de la viande? Ouais, non, mais tu sais, des trucs plus lourds, plus comme consistants. Donc, en fait, c'est ce genre de... Voilà, donc... Oui, c'est ça. Oui, donc en fait, c'est ce qui a fait que je me suis intéressée à ça pour mon mémoire, c'est que j'ai remarqué un traitement différent des hommes véganes, des femmes véganes dans mes implications ou autres. Étant moi-même végane depuis à peu près 8 ans, donc j'ai vu vraiment la différence entre les femmes et les hommes. Fait que je me suis dit, pourquoi pas en faire un sujet de mémoire. Donc, en fait, je vais présenter quelques définitions juste pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Ensuite, je vais montrer des exemples dans la culture populaire de cette différence-là. Et ensuite, parler des résultats de mon mémoire. Parce que même si je ne suis pas totalement diplômée, j'ai quand même fini mon mémoire. Voilà. Donc, bon, le véganisme, on s'entend, on essaie d'éviter toute consommation d'animaux, qui n'est pas juste les manger, mais aussi dans l'utilisation quotidienne, donc les vêtements, etc., les tests sur les animaux et tout. Dans les sondages, ça représente environ 1,1% de la population canadienne, donc on n'est pas beaucoup. Donc c'est pour ça que je dis que c'est hors norme, assez marginal comme pratique. Et dans ces sondages-là, la plupart sont des femmes. Je n'ai pas la proportion exacte, mais c'est 50% plus 1 de personnes sont des femmes. Donc déjà là, on voit que c'est une pratique qui est plus faite par les femmes que les hommes. Bon, pour l'antispécisme, donc on est dans des espèces de définitions similaires au sexisme, au racisme. Donc, c'est de mettre l'espèce... en fait, les personnes spécistes mettent l'espèce au-dessus... en fait, je recommence. En fait, les antispécistes ne se considèrent pas nécessairement au-dessus des animaux. Donc, on considère les intérêts des animaux aussi. Donc, toute personne végane est techniquement de se faire antispéciste, là, même s'il y a des gens qui ne se définissent pas comme ça. Mais bon, on s'entend que ça va ensemble. Et bon, le patriarcat, qui est un système qui fait... En fait, qui prend une grande place dans mon mémoire, parce qu'en fait, c'est un système qui définit les relations entre les hommes et les femmes. Ça, c'est un peu du common sense, mais c'est surtout que c'est un système qui est fait pour se nier par lui-même puis se refaire par lui-même, donc de s'adapter à certaines... justement, trucs culturels. Donc, la masculinité va s'adapter à différents... En fait, selon le système en place. Donc, ça, je vais l'expliquer plus en parlant de la masculinité, mais c'est vraiment un système qui se reproduit par lui-même, qui est comme fait par définition pour rester. Donc voilà. Pour les masculinités, en fait, il y a plusieurs... finalement, j'ai pas besoin de mes cue cards, je suis quand même fière. Finalement, tout me revient. Ça fait quand même un petit bout que j'ai écrit mon mémoire, fait que j'étais sûre que j'allais pas m'en souvenir. Finalement, ça va. Oui, donc, en fait, il y a plusieurs théories sur la masculinité, il y a plusieurs façons de la considérer. En fait, on peut voir qu'il y a 2 divisions, si on peut dire. Donc, soit on dit singulière ou multiple, ou comme simple ou multiple, peu importe, selon les théories. Donc, ce qui est singulière, c'est de dire qu'il y a un idéal de masculinité. Donc, en général, on pense qu'il y a une seule masculinité. Donc, il y a des théories qui le montrent, mais on voit... Oups, j'ai accroché, pardon. En fait, on voit qu'il y a plusieurs masculinités. En fait, cette masculinité-là, singulière ou simple, peu importe, nous aide à comprendre l'idéal à atteindre et cette masculinité hégémonique-là qui serait la norme. Donc,
Voilà, donc il y a plusieurs... En fait, on voit que c'est plutôt, c'est ça, multiple, puis que la masculinité en soi, c'est une hiérarchie, non pas... Il n'y a pas juste une façon d'être masculin. Hey, j'arrête pas de l'accrocher. Oui, il y a plusieurs façons d'être masculin, puis qu'en soi, il n'y a pas juste, c'est ça, pas juste une façon d'être. Et en fait, je vais vous parler de... Il y a un théoricien qui a fait sa théorie sur la masculinité, Thierry Vidal, que tu connais peut-être, je sais pas, je sais que tu travailles sur les masculinités, c'est ça? Peut-être. En tout cas, si tu connais pas Thierry Vidal, je te le recommande, j'ai adoré son doctorat. Mais je vais juste me rappeler les 4 définitions de masculinisme qu'il donne, je suis désolée. Donc, il y a le masculinisme explicite, c'est un peu la façon, on peut l'associer à la masculinité hégémonique, donc c'est que les hommes et les femmes ont des rôles particuliers à avoir, puis que, bon, on devrait faire ça, puis que c'est fait de même parce que c'est comme ça. Sinon, il y a le masculinisme implicite qui, lui, adopte cette même espèce de façon de faire, mais un peu plus subtile. Tu sais, c'est moins, comment je pourrais dire... en fait, c'est plus comme, il y a des différences entre les hommes et les femmes, fait que c'est comme parce qu'on est visuellement différents et tout. Donc, il y a comme... il essaie de s'expliquer, disons. Ensuite, il y a l'anti-masculinisme incarné. Ou incarné, excusez-moi. Là, je suis désolée. J'ai un petit blanc là-dessus. Désincarné, pardon. Donc, c'est cette distance un peu plus de ça, mais c'est un peu plus un aspect libéral de la question. Donc, tu sais, c'est comme un féminisme plus libéral qui serait moins radical. Donc, c'est des hommes qui iraient dans cette direction-là. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est l'antimasculinisme incarné. Donc, c'est des gens qui déconstruisent ces conceptions-là, puis qui sont capables de voir que, bon, comment que le système est, mais qui veulent aussi activement aller à l'encontre de ça. Tu sais, comme juste avant, eux autres, ils ne vont pas nécessairement aller à l'encontre de ça, même s'ils sont d'accord que, bon, il y a des problèmes dans une espèce de hiérarchie et tout, sont comme, ben, c'est quand même comme ça, mais dans l'antimasculinisme incarné, les gens vont à l'encontre de ça. Voilà. Et bon, la vérité, juste pour faire une espèce de distinction, en fait, les gens ont de la misère à comme se définir, faire vraiment une définition, mais ça serait l'aspect plus négatif de la masculinité, donc tout ce qui est comme plus toxique, entre guillemets, mais souvent, on a de la misère à différencier ça. Quand on parle de virilité, ça va avec le masculin, mais en soi, ça serait l'aspect plus toxique de la chose. Voilà. Donc, des exemples dans la culture populaire, juste pour vous donner un peu une idée comment c'est tellement ancré dans nos têtes, puis qu'il y a des pubs ou des choses comme ça qui sont faites, qui vont dans ce sens-là, d'associer la viande à la masculinité. Là, je suis désolée, l'image est un petit peu floue, mais ça, c'est mon préféré. Donc, ça date de quelques années quand même, mais Ricardo a fait un spécial 100% gars, mais dans toutes les espèces de magazines de... Tu sais, même féminin, quand il y a une section pour les gars, c'est tout le temps genre une espèce de plus foncé, puis les gens sont en vrai à un barbecue, puis les cuisines sont genre plus, tu sais, comme en métal, puis genre c'est un peu plus... Genre, il y a vraiment une espèce d'esthétique différente. Donc, dans ce spécial-là, effectivement, ben, genre, ils montrent comment cuisiner de la viande, donc sur le barbecue et tout, mais il n'y a pas de salade, là. Genre, il n'y aura pas de salade ou de légumes. Donc, c'est vraiment différencié, ce qui est quand même spécial, parce qu'on s'en fout, dans un sens, on s'en fout royalement de ce que les hommes vont manger, mais quand on fait un spécial 100% gars, il faut présenter du barbecue. Ça, c'est des vrais pubs. Je vais vous laisser les regarder, mais c'est vraiment l'espèce de... C'est un aspect que je parle moins aujourd'hui, mais qui était dans mon mémoire, l'espèce de sexualisation et tout ça, relié à la viande, puis bon, la femme et tout. Fait que ça, c'est vraiment une pub qui a été faite aux États-Unis. Je veux juste vous les montrer. Je n'ai pas besoin de vous les expliquer, je pense. Mais voilà. Donc, si jamais vous avez envie d'écouter un podcast qui parle plus de masculinité, puis il y a même des épisodes sur ce sujet-là aussi, entre autres vraiment un qui s'est consacré là-dessus, je vous conseille vraiment le podcast « Les couilles sur la table ». Donc, c'est juste que ça déconstruit plusieurs aspects de la masculinité, c'est vraiment intéressant. Voilà. Mes résultats. Je vais vous dire quelques exemples de questions que j'ai posées, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que je pouvais vraiment poser puis qu'est-ce qui a amené à ces résultats-là. Donc, en fait, j'ai demandé, entre autres, est-ce que les gens... Mais en fait, mon échantillon, c'était 10 hommes cis. Il y avait 3 femmes cis, puis une personne non-binaire, puis une femme trans. Donc, c'était quand même une demande de ma directrice d'avoir des hommes cis, puis des gens qui ne s'identifiaient pas à cette catégorie-là, juste pour faire une espèce de comparatif. Donc, pour voir si les femmes voyaient aussi ou autres personnes de notre genre qui voyaient ces mécanismes-là, autres que des hommes vraiment qui vivaient cette espèce de lien-là entre la viande et la masculinité. Donc, entre autres, je me demandais, est-ce que les gens sentaient une pression à manger de la viande avant de devenir végane? C'était toutes des personnes véganes, oui, aussi.
Je leur demandais de réagir à la phrase « est-ce qu'il faut manger de la viande pour être un vrai homme ?» C'est un peu une espèce de truc dans le common sense d'entendre que comme un vrai homme, ça mange de la viande. Surtout quand tu deviens végane, tu te le fais dire que... voilà. Le fait aussi que statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes qui sont véganes. Pourquoi ils pensaient que c'était comme ça? Je leur demandais de réagir à ça. Aussi, est-ce que l'identité de genre et le véganisme avaient un lien pour eux entre les deux? Et est-ce que c'est la condition des animaux qui avait motivé le choix? Entre autres parce qu'on associe davantage l'empathie aux femmes qu'aux hommes. Aux hommes, ce serait plus la rationalité. Donc, est-ce que le fait d'avoir de care pour les animaux, ça changeait quelque chose pour eux? Donc, finalement, en fait, mes résultats. Entre autres, sans nécessairement sentir une pression à manger de la viande, les gens se rendaient compte que c'était de la norme quand ils étaient jeunes. Donc, ils ne se sentaient pas... c'est une espèce d'obligation implicite. Donc, on leur servait de la viande, on ne posait pas de questions, c'était normal et tout. Donc, devenir végane vient avec beaucoup de questionnements, en fait, par rapport à ça. Ce qui amène, entre autres, les gens à se questionner sur autre chose. Donc, le féminisme ou des causes sociales. Entre autres, la cause des animaux, il y en a qui finissent pas nécessairement véganes pour les animaux, mais ils finissent par se poser la question par rapport à ça. Et tous les hommes cis dans mon échantillon étaient féministes, se disaient féministes, puis étaient prêts à déconstruire plein de choses qu'ils avaient appris à différents niveaux quand même. Il y en avait qui étaient plus radicaux que d'autres, mais tout le monde comprenait ces dynamiques-là. Aussi, tout le monde reconnaissait que la viande était associée au genre, mais que c'était ridicule comme association. Donc, tout le monde voyait effectivement le lien dont on parle depuis tout à l'heure, mais qu'en soi, on s'en fout, qu'est-ce qu'on mange, peu importe si on est une femme ou un homme. Donc, les gens étaient capables de reconnaître qu'on se le faisait dire, mais que ça n'avait aucun sens et aucune légitimité. Puis que le fait d'être un vrai homme, ça ne voulait rien dire. T'sais, eux, beaucoup d'entre eux se posaient la question, est-ce que je suis un vrai homme? Ce que je trouve quand même triste, c'est quand on s'en fout, comme peu importe, mais les gens se disaient, est-ce que je suis pas assez masculin finalement? Parce que, bon, vous venez avec d'autres comportements aussi, là, un aspect... souvent aussi, certains reconnaissaient que s'il y avait l'air viril physiquement, donc une plus grosse barbe, plus musculaire ou quoi que ce soit, ils se faisaient moins poser de questions sur leur alimentation, s'il manquait de protéines, que d'autres gens véganes qui étaient plus frêles ou bon, qui avaient un aspect moins viril. Donc, le lien avec la virilité tantôt, c'est qu'on associe beaucoup plus la viande à comme un truc plus toxique. Puis bon, voilà, donc si tu as l'air plus viril, au pire, si tu ne manges pas de viande, ça va, tu es quand même masculin. Je mets des grosses parenthèses, là. Mais au contraire, les gens ne voulaient pas viriliser les légumes. Donc, qu'en soi, on ne virilise pas. Bien, il y en a qui m'ont dit ça littéralement comme ça. Ce que je trouve intéressant, c'est même si c'était beaucoup de mes participants étaient capables de genre voir ça puis de mettre des concepts un peu. Il y en avait quasiment j'avais l'impression qu'ils avaient lu ce que j'avais lu, là, c'était spécial. Mais leur but, c'est comme on veut pas rendre les légumes plus attirants pour que les gens deviennent véganes parce que c'est viril. C'est juste de déconstruire tout ce qu'il y a derrière, puis pourquoi on pense que la viande, ça vient avec être masculin, puis blabla. C'est juste pourquoi il y a de pas faire d'association avec la viande, avec l'alimentation et le genre. On s'en fout, en fait. Tu es un homme, tu manges plus de salade qu'une femme, ça veut pas dire que tu es plus une femme que l'autre. En tout cas, tu sais. Mais, ouais, fait que de pas viriliser les légumes, puis de pas rendre ça nécessairement plus attrayant pour que les gens deviennent véganes. Puis beaucoup aimeraient ça avoir plus de véganes ou de plus de représentation d'hommes moins masculins, entre guillemets, au sens où, bon, la représentation du véganisme, beaucoup, c'était Georges Larac pendant un temps. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Georges Larac, mais il jouait avec les Canadiens, puis c'est le batailleur, puis là, donc, de montrer des gens qui sont masculins à la télé, puis que, bon, ils ne sont pas nécessairement, genre, je ne sais pas comment dire, mais full musclés, puis qui mangent beaucoup de la viande, qu'il y ait d'autres modèles pour que ces gens-là ne sentent pas que, comme, il faudrait qu'ils soient plus masculins ailleurs pour être un vrai homme. Et en soi aussi, que la socialisation prenait beaucoup de place dans l'apprentissage de ça. Comme je disais tantôt, c'est par la socialisation, mais c'est dès l'enfance, donc on apprend comment faire certaines choses. Il se rendait compte que parce qu'il avait appris ça quand il était jeune, il s'est dit, il faut que je continue. Donc, que si on pouvait changer ça dès comme plus jeune, que l'association était là. Puis qu'en soi, personne n'était capable de me nommer ça venait de où. Il n'y avait pas une institution particulière ou genre c'était pas comme le gouvernement qui décidait qu'il fallait associer ça ensemble, mais qu'il y avait comme une pression sociétale, entre guillemets. Puis que finalement, je pense que j'ai parlé de tous les aspects que je voulais parler pour mes résultats.
Oui, puis c'est ça. Beaucoup, en fait, au final, ce que je trouvais intéressant, me disait qu'ils n'avaient pas envie de perpétuer l'aspect dominant de la masculinité, donc avec l'anti-masculinisme incarné que je parlais tout à l'heure. Donc, leur but, c'était genre, par le véganisme, ils se sont rendus compte que tout l'aspect plus dominant qui était lié avec la masculinité, qui voulait aider à déconstruire ça, puis que ça n'avait pas vraiment de sens au final, puis qu'être masculin, ils ne voulaient pas dire être dominant, puis qu'ils se faisaient un peu leur propre... Au final, ça faisait un peu leur propre représentation de leur masculinité, puis comment eux vivaient leur masculinité en étant moins toxiques. Donc, je trouvais ça quand même optimiste. J'étais un peu optimiste par rapport à ça. J'étais comme, peut-être qu'il y a... tu sais, que c'est pas tous les hommes qui veulent continuer à perpétuer cet aspect-là de la dominance et tout ça, puis qu'il y en a qui se posent des questions. Donc, ça serait pas mal ça que j'aurais à vous présenter aujourd'hui. Voilà. Allô. Allô. Merci pour ta présentation. Merci. J'ai plusieurs questions. Vas-y. Peut-être la première. Est-ce qu'il y a une raison méthodologique ou conceptuelle, théorique, pour laquelle vous avez décidé de vous intéresser à des participantes véganes et non à des personnes avec une autre type d'alimentation pour varier l'échantillon? C'était soit le genre ou l'alimentation. J'y ai pensé, parce que tu sais, des gens qui sont super carnistes, par exemple, ça aurait pu être intéressant de les comparer. Mais j'avais vraiment envie de me concentrer sur l'espèce d'aspect. Parce que ma question, en fait, c'est comment les cas de la masculinité affectent les hommes véganes. Donc, c'était vraiment plus cet aspect-là qui m'a... J'avoue que je n'avais pas précisé ma question. Ça aurait été bien de commencer. Je l'ai écrit en plus dans mon texte, puis je ne l'ai pas dit. Je m'excuse. Mais oui, en fait, mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu... par exemple, j'avais déjà posé une question à mon frère qui a fait du baseball, genre vraiment... de compétition vraiment longtemps, puis tous ses amis mangeaient de la viande pour les protéines, puis genre, ils calculaient toutes leurs affaires. Puis j'avais déjà demandé si tu mangeais plus de viande, est-ce que tu te sentirais moins homme? Puis au début, il s'est dit, ben là, c'est bien stupide comme question. Mais ça lui a trotté dans la tête, il l'a posé à ses amis. C'était tout... il est un peu plus jeune que moi, mon frère, mais tu sais, genre, fin secondaire au cégep, puis ses amis ont dit, ben oui, il faut que je mange mon steak, là, qu'est-ce que tu parles? Puis le reste, il s'est rendu compte, mais on en a reparlé après. Puis il était comme, ouais, j'avoue que si je mangeais plus de viande, ça serait un aspect de mon identité, tu sais. Fait qu'à l'inverse, ça aurait été intéressant, mais j'avais envie de me concentrer sur l'autre aspect. Mais tout à fait, ça aurait pu être fait, oui. Parfait. Puis ma deuxième question, c'était par rapport... Ben là, finalement, c'est peut-être pas ton sujet. Là, maintenant, ma question est à vos plus tard, mais je me demande ton avis là-dessus. C'est vraiment une expérience personnelle dans mon entourage. Il y a beaucoup de mes amis, collègues qui vont être véganes, pas nécessairement parce qu'ils ont fait l'exercice de déconstruire le rôle de la viande dans leur identité, mais plutôt pour la lutte au changement climatique. Mais on peut quand même faire, je pense, un parallèle avec le genre. Je travaille un peu sur la question des changements climatiques en lien avec l'activité physique, encore, désolée. Et puis finalement, c'est peut-être ça qui ressort. Je ne sais pas si toi, ça l'a été évoqué dans tes entretiens. Ben oui, en fait, j'en ai moins parlé un peu, j'en ai glissé, mais tu sais, il y avait tout l'aspect du care, puis du travail domestique, puis de l'empathie, cet aspect-là qui était aussi travaillé dans ma mémoire. J'ai juste moins parlé aujourd'hui, mais effectivement, tous ces hommes-là avaient une espèce d'empathie plus grande que, je dirais, la moyenne, là, dans ce que j'ai pu lire aussi, puis les théories que j'ai appliquées, mais je pense que ça vient aussi de là, une espèce de compassion pour l'environnement, puis pour le bien-être des autres, qui, en soi, ne fait pas partie c'est quand je parlais de la masculinité tantôt, de comme l'idéal à atteindre, qui est comme la masculinité hégémonique, ne parle pas d'empathie puis de considération des autres et tout ça. Fait que c'est pour ça que je parlais de déconstruction de genre, parce que quand tu te poses ces questions-là, déjà là, tu n'atteins pas cet idéal-là. Donc, on peut faire un lien là-dessus, je pense, par rapport à l'empathie puis au bien-être d'autrui, ouais. Absolument. Puis même juste ton anecdote sur le baseball, là, ouais. C'est vraiment drôle parce que dans nos cours de kin, on voit un peu les substrats énergétiques puis l'alimentation là, très légèrement. Puis justement, il y a un courant, si tu veux, là, en performance sportive où on va s'intéresser à d'autres types d'alimentation, des alimentations alternatives aux protéines de viande. Puis, en fait, il y a une étude, puis peut-être ça peut t'intéresser, là, puis n'importe qui ici. Ils ont regardé, en fait, l'effet du
type d'alimentation, donc vegan ou pas, sur des performances sportives. Ça a été fait à l'UQAM au département des sciences d'activité physique. Je me souviens plus des résultats, mais je pense que ça pourrait comme... Ben oui, mais mettre c'est tout ça ça, en il était vraiment dans lumière, l'aspect performance. Là. Ça fait Absolument. quelques années. Là. Maintenant, il est à l'université, puis c'était au cégep ou au secondaire dans le sport-études, mais il calculait tous ces trucs de grammes et tout par rapport à la performance, puis il fallait qu'il mange de la viande. Fait que je pense qu'aujourd'hui, avec tout le guide alimentaire qui a été revu et tout, que bon, il y a d'autres trucs qui sont considérés, mais ça fait peut-être 5-6 ans que tout ça. Donc, c'est sûr que mon frère, c'était pas ça, la perspective. Mais oui, ouais. Mais merci, je vais aller voir ça, tout à fait. Merci pour ta réponse, merci pour la présentation. Allô? Allô? Merci. Ben là, on a busté les statistiques. On est plus que 1,1% de véganes. OK. On est au moins 2. OK. Ben c'était une étude qui a été faite il y a quelques années que j'ai comme mis dans mes trucs, mais oui, merci. Oui. OK. Donc, j'avais une question. Ton échantillon, est-ce qu'il était entièrement composé de personnes blanches? Puis si je te pose la question, parce que il y a des personnes afrodescendantes qui vont prendre la décision de devenir véganes, pas par empathie pour les animaux, ni même pour les changements climatiques, mais vraiment parce que dans ces communautés, il y a des problèmes de santé, notamment des hauts pourcentages de crises cardiaques très jeunes. Et comme aux États-Unis, on voit beaucoup dans des régions où il y a le soul food qui est très culturel et où ces groupes-là vont décider de véganiser des mets traditionnels, puis vraiment d'adopter une diète végane pour des raisons de santé. Donc, est-ce que ton groupe avait une certaine hétérogénéité en termes de bagages ethnoculturels ou c'était... Oui, ben merci de l'avoir souligné. J'ai pas parlé non plus. Vraiment, je savais pas combien de temps ça allait me prendre. Fait que j'ai comme, en parlant, j'ai coupé des affaires. J'aurais peut-être pas dit. Mais il y avait pas de personnes noires, mais il y avait pas juste des personnes blanches. Il y avait plus de latinos, entre autres. C'est sûr que, bon, un échantillon de 15 personnes, t'essayes de... Bon... puis j'avais des personnes sur le spectre du genre aussi qui étaient... j'ai une personne blanche, une femme trans. J'avais, je pense, 2 personnes latinos. Ça fait quand même plus qu'un an que je l'ai fait, je m'excuse. Mais c'était plus un aspect culturel, je dirais, avec la famille qui était abordée par rapport à ça, plus que comme les maladies ou la santé. Mais je suis sûre, j'ai parlé un peu de l'aspect de la communauté noire, vraiment avec les peu de textes qu'il y a là-dessus. J'en ai parlé dans ma théorie, mais en soi, dans mes résultats, je suis rien parce que j'avais pas de personnes noires. Mais puis c'est ça, pour les personnes latinos, c'était plus l'espèce de dynamique familiale qui pouvait avoir, qui a été rapportée. Mais j'ai quand même essayé d'avoir des gens de plusieurs places du Québec, plusieurs communautés, mais le plus possible en 15 personnes. Mais oui, c'est un aspect important parce que le véganisme est souvent considéré blanc, occidental, puis il y a plusieurs façons de l'appliquer. Fait que merci de le souligner. Oui. Voilà. Puis il y a un truc que j'avais trouvé vraiment très drôle. Quand tu parlais de la virilité puis du fait que la seule représentation, c'était Georges Larac. Mais dans les communautés véganes, une des choses qu'on se fait reprocher, c'est, ben là, si t'es végane, ben tu vas pas être en mesure de faire des sports de haut niveau. Et puis là, c'est comme, ben soudainement, on a une représentation dans la sphère publique d'une personne qui fait du sport, mais là, c'est comme considéré comme masculin. Donc, bref, je trouvais ça Ben oui, vraiment mais il y a tout le intéressant. temps, c'est jamais correct. Tu sais, quand t'es hors norme, il y a tout le temps... On trouve tout le temps une façon de comme dire mais c'est parce que là il y a ça puis mais là c'était plus l'aspect de comme on dirait que les gens véganes avaient l'impression qu'il fallait qu'ils prouvent leur masculinité quand même, fait qu'ils se sont dit tu sais vu que c'est cool qu'il y ait lui mais c'est juste lui qui a, tu sais, fait que au moins, mais oui je suis d'accord que comme quand il y a de la représentativité il y a tout le temps quelqu'un qui dit mais là voilà. Merci à toi. Salut. Allô? Tu as commencé en disant que peut-être tu t'éloignais du sujet, mais en fait, pour y faire un lien, je te demanderais, penses-tu que la masculinité toxique découle du capitalisme? C'est tous des systèmes, je dirais, qui sont... Ben, tu sais, si on pense d'une perspective féministe matérialiste, ben, genre pas le véganisme, pardon, le capitalisme puis le patriarcat, ben, ils ont des dynamiques très fortes ensemble. Tout le modèle de reproduction familiale, tout le travail du care et tout qui est lié à ça. Puis, ben, un aspect aussi que j'ai parlé, que je demandais aux gens, entre autres, j'en ai moins parlé dans les questions, mais je leur demandais, est-ce que vous faites plus la cuisine depuis que vous êtes végane ou pas? Puis souvent, ben, vu que tu dois réapprendre à faire à manger, tu te remets à faire à manger. Donc, il y a une dynamique familiale différente qui s'installe, donc un partage des tâches différents et tout ça. Donc, comme je parlais tantôt avec le patriarcat, vu que c'est un système qui essaie de se reproduire par lui-même, la masculinité hégémonique va essayer de s'adapter à ça, donc au capitalisme, pour que ça continue à grossir.
Donc, de penser, de déconstruire des masculinités différentes qui repenseraient le travail du care, les tâches domestiques et tout, pour aider à ce que le patriarcat s'en aille un jour. Voilà. Donc, je pense que mon mémoire peut s'inscrire dans ça, au sens où comme des perspectives différentes de masculinité, de relations entre les genres et tout peut aider à comme déconstruire le patriarcat puis le capitalisme plus globalement, mais c'est pas la seule chose. Mais je pense qu'il y a juste même les femmes, on a des trucs à déconstruire au niveau du genre, fait que je pense que c'est ça, le mot magique, c'est la déconstruction, mais des questionnements sur soi, oui, au capitalisme et au patriarcat, oui. Mais c'est ça, je dirais que je suis un peu éloignée parce que mes résultats en soi sont éloignés, mais mon sujet, on peut clairement, effectivement, faire des liens quand même, oui. Tu l'as bien expliqué. Merci. Dernière question, je pense. Salut! Allô! C'était une super belle présentation. Merci. Donc, c'était vraiment intéressant. Ma question, bien que ça a été partiellement un peu répondu par les autres questions, beaucoup de questions. Ça montre l'intérêt, on aime ça. Mais je me demandais par rapport au... Parce que, tu sais, la question le titre de la présentation, c'est est-ce que ça a un genre? Ouais. Je me demandais, est-ce que tu as remarqué dans les femmes que tu avais dans ton échantillon, si elles aussi avaient peut-être des préconceptions par rapport à la masculinité? Est-ce qu'elles aussi sentaient que, oui, peut-être que la viande, c'est plus associé aux hommes, tu sais, puis comment est-ce que ça s'est joué là-dedans? C'est ce qui m'intéressait, en fait. Qui n'a pas été répondu encore. Oui, bien, en fait, ce aspect-là aussi, j'en ai moins parlé, c'est que, tu sais, dans le patriarcat, c'est un système de subordination des hommes, des femmes aux hommes. Donc, la masculinité et la féminité se construisent un peu en contradiction, puis comme en espèce de combat, si je peux dire. Donc, c'est tout le temps, un et le contraire de l'autre. Donc, tu sais, c'est le dominant-dominé, blablabla. Donc, les femmes pouvaient reconnaître qu'eux devaient faire différemment des hommes. Donc, tu sais, là, c'est quand même de la caricature, puis c'est de l'extrême, là, mais en soi, tu sais, pour généraliser, juste pour comprendre, c'est quand même pertinent, mais genre, tu sais, quand on associe la viande aux hommes, mais c'est plus les légumes aux femmes, donc la salade. C'est pour ça que je faisais des jokes de salade tantôt, mais tu sais, tout ce qui est plus fort aux hommes, plus faible aux femmes. Donc, les femmes étaient capables de reconnaître, parce qu'elles apprenaient quelque chose, comment les hommes, c'était comme un peu le contraire sur ce genre d'aspect-là. Donc, je voyais que les réponses étaient quand même similaires. Mettons, quand je leur demandais c'était quoi la virilité et tout, ben, les hommes donnaient à peu près les mêmes réponses que les femmes, parce que les femmes pouvaient comprendre ces mécanismes-là, vu qu'ils étaient comme victimes et aussi étaient contraires à ce qu'ils pouvaient apprendre. Là, si je peux faire un gros résumé, là, c'est plus complexe que ça, mais genre... fait que, tu sais, je pense qu'on peut comprendre, vu qu'on les vit en tant que femmes, mettons, comment, tu sais, eux, ils peuvent l'apprendre aussi à le faire, entre guillemets, si je peux dire. Fait que... tout le monde est exposé, en fait, aux normes là, oui, c'est de ça. genre, peu importe pour le genre. Tu dis, si les hommes me font ça, ça veut dire qu'ils apprennent à le faire, juste pour qu'on puisse comprendre. Fait que oui, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils pouvaient quand même comprendre, mais il y avait un aspect différent aussi en tant que femme, là, ou personne non-binaire, ou femme trans. Cette femme trans-là, elle a vraiment m'amené comme l'espèce de... Genre, elle, quand elle était un homme, elle se faisait parler différemment, elle se faisait traiter, tu sais, comme vraiment différent que quand elle est devenue... Mais quand elle a fait sa transition, en fait, on lui parlait plus des mêmes choses, puis son véganisme était traité différemment, là. Ça c'était vraiment intéressant à voir d'une perspective de genre, là. Puis c'était un peu fou à entendre, là. Genre, elle me partageait ça... Elle a voulu, j'étais comme, on n'est pas obligé de parler de avant, mais ça, c'était un résultat qui était intéressant de voir qu'elle a vraiment vu avant comment elle avait appris, comment elle se faisait parler par les autres hommes, l'espèce de boys club, puis de renforcement de ça, puis qu'après ça, quand elle a fait sa transition, mais genre, ces mêmes personnes-là lui parlaient plus de la même chose, puis qu'elle voyait les dynamiques différentes, là. Fait que de voir que les femmes cis qui ont été socialisées comme ça, les vivaient, puis comment une personne trans pouvait voir la différence, c'était quand même éclairant, là. Oui. C'est vraiment définitivement intéressant. Donc, merci beaucoup du partage. Merci. C'est vraiment apprécié. Alors, j'espère que vous avez bien écouté ces 4 présentations, car c'est maintenant le temps du quiz. Alors, on a un code QR qui va apparaître à l'écran. Code QR apparum. Allez. Bientôt. Alors, je vous invite à sortir vos selles, scanner ça, puis on a des petits prix à gagner, alors ça vaut le coup. Quoi?
Le code QR? Boum. Rebonjour. Alors, juste avant d'annoncer les gagnants, juste pour faire maintenir un petit peu le suspense, nous tenons à remercier énormément notre public de ce soir, si chaleureux et si intéressé. Oui, bon applaudissement, let's go. Nos présentateurs et présentatrices tellement intéressants et intéressantes. Nos bénévoles. Et bien sûr, nos commanditaires, les fonds de recherche du Québec, ainsi qu'un support de l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'UQAC. Et bien sûr, pour terminer, le Petit Campus qui nous propose cette belle salle. Nous vous invitons également à notre prochain événement qui aura la thématique Intelligence artificielle, qui se déroulera mardi le 18 avril à 18h au même endroit, ici même au Petit Campus. Et maintenant, ce que vous entendez tous, les gagnants. En troisième position, nous avons Anne. Wouh! Est-ce que je peux avoir les prix, s'il vous plaît? Je n'ai pas pensé les prendre. Yes, merci. Alors, en fait, on va récupérer les prix ici. C'est Mélisa qui va se faire le plaisir de vous le rendre. En deuxième position, nous avons Étienne. Et en première position, Joël. Yes! Alors maintenant, j'inviterai les présentateurs, les présentatrices, ainsi que les bénévoles sur scène pour prendre une petite photo afin d'immortaliser le moment. Bonne soirée à tous!